président de la Chambre d'agriculture de la Marne. On l'a vu avec les 3 intervenants, c'est ce que je viens de dire. On a eu un environnement de l'agriculture qui est en perpétuelle évolution. Et je pense qu'avec vous, agriculteurs, on est obligé de revenir au cœur de nos préoccupations d'agriculteurs, hein. Je crois qu'il est aussi indispensable pour nous de se poser la question de savoir comment exercer notre métier et avec quels moyens de production. Voilà. Pour quels débouchés, bien sûr, et puis dans le souci de rester compétitif, hein, de défendre notre revenu pour pouvoir vivre de notre métier. Alors, sans opposer les différents modes ou les modèles de production, hein, actuels qui vont de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée, en passant par l'agriculture intégrée, l'agriculture de conservation, et j'en oublie sûrement. Comme l'agriculture doit avoir l'ambition aujourd'hui de répondre aux nouveaux défis qui se présentent à elle. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience, de ce qui est mis en place dans la Marne? Merci à vous de me donner la parole, de m'inviter. C'est vraiment l'occasion pour moi parfois aussi de sortir de son département pour voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Parfois ça fait du bien parce qu'on a aussi tendance à avoir des œillères, et je suis vraiment ravi de participer à cette table ronde et de découvrir tout ce qui peut se faire de façon très très importante en termes de recherche et d'innovation sur l'agriculture. Alors moi je suis agriculteur donc depuis 1999, donc ça fait 17 ans. Je suis installé sur une ferme de 170 hectares avec 150 hectares de grandes cultures, 25 hectares de pommes de terre, 10 hectares d'oignons, des grandes cultures et un centre équestre. Et puis j'ai aussi investi un petit million d'euros dans du photovoltaïque. Donc une ferme assez diversifiée. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que j'ai aussi quelques attaches dans l'Eure, puisque j'ai fait mes stages d'études dans l'Eure. Je ne sais pas si Luc Figereux est parmi vous ici. C'était déjà en 1992 un maître de stage très intéressant, déjà avec des semoirs en 6 mètres de large. Donc, enfin bon, j'ai une très bonne expérience dans l'Eure chez Luc. Et je tiens aussi à faire un clin d'œil donc à Jean-Pierre Delaporte, donc président de la Chambre d'agriculture de l'Eure, que je peux côtoyer avec plaisir, donc bien souvent à Paris. Pour ma part, je suis responsable de la recherche et du développement et de l'innovation pour les chambres d'agriculture du Grand Est. Pourquoi en fait cette appétence à l'innovation? C'est parce que nous, dans la Marne, on était loin des ports historiquement, donc ça fait très longtemps qu'on est loin des ports, et à mon avis, on y sera encore loin, encore très longtemps. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une culture marnaise de se débrouiller un petit peu dans l'entre-soi, à essayer de créer de la valeur ajoutée, et créer de la valeur ajoutée pardon, pour qu'elle reste sur notre territoire et qu'elle puisse servir aux paysans. Parce que malgré tout, on peut créer beaucoup d'avenir pour l'agriculture, mais ce qu'on peut constater quand même au fil de l'eau, c'est que bien souvent, la valeur ajoutée nous échappe. Et quelque part, je pense que c'est quand même notre sujet, parce qu'on peut être innovant, on peut trouver des belles solutions. Moi, je constate que ça fait vivre beaucoup de monde, mais que bien souvent, ça échappe à l'agriculture. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la recherche, le développement et l'innovation, mais pour les agriculteurs. Alors, on a développé depuis 30 ans, les agriculteurs de la Marne ont mis un petit peu de côté tous les ans sur le blé. Nous, on est beaucoup en coopération dans notre région. On a mis beaucoup d'argent de côté pour créer des centres de développement et de recherche. Ça nous a permis au fil de l'eau de pouvoir déposer un pôle de compétitivité dans les années 2000, industrie agro-ressources, donc à vocation mondiale autour de Reims, et de pouvoir y avoir aussi 100 chercheurs sur la recherche et le développement. Autour des sujets de la bioraffinerie. Donc la bioraffinerie, ce sont des usines qui sont un petit peu côte à côte, où finalement elles se servent les uns des autres des sous-produits de façon à pouvoir être plus efficientes et créer de la valeur. Donc en gros, on a beaucoup cherché pendant 30 ans pour développer un maximum de recherche, d'innovation dans le débouché, dans ce qui pouvait à l'époque finalement conclure à trouver des débouchés pour nos productions. Et il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte sociétal qui a quand même largement changé. Et je pense que l'agriculture, bien qu'elle ait cette première ambition d'être nourricière, je pense que l'agriculture aujourd'hui ne peut pas être que nourricière. Elle a une multifonction qu'elle doit parfaitement assumer. Mais cette multifonction, on doit oser se l'avouer, et on doit oser finalement dire qu'on est capable de relever le challenge
de cette multifonctionnalité. Alors, c'était des débats de Christiane Lambert, présidente au CNJA, à l'époque où moi j'étais président de JA, j'ai fait 2 mandats au président de JA, où on parlait de multifonctionnalité de l'agriculture. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Je veux dire, sur notre dépendance aux énergies fossiles, le grand débat sur l'énergie, se dire que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que 15% des revenus d'une exploitation agricole puissent être tirés de l'énergie. C'est bien le cas en Allemagne, c'est le cas par ailleurs. Il y a des vrais enjeux sur le gaz. Aujourd'hui, on préfère peut-être investir au Havre dans des choses qui peuvent accueillir du gaz qui arrive de l'extérieur. Mais il y a peut-être aussi des solutions dans le milieu agricole pour essayer de produire du gaz et d'avoir enfin une stratégie production de gaz et non pas une vision gestion de déchets à travers la méthanisation. C'est un exemple de projet qu'on pourrait largement assumer au niveau de la multifonctionnalité de l'agriculture. On a aussi parlé de la valorisation de la plante entière. Alors, via la méthanisation, il y a évidemment la valorisation de la plante entière, la chimie verte. Donc, nous, sur le pôle de compétitivité, on est largement concernés par tout ce qu'on peut faire finalement avec la plante entière. Donc, la déclinaison des chaînes moléculaires et la chaîne carbonée, qu'on peut finalement réinventer la chaîne carbonée du pétrole à travers la chaîne carbonée verte. Donc, les sacs plastiques biodégradables, les crèmes pour les mains, les détergents pour les sols, les tableaux de bord de voitures. Enfin bon, à l'infini, finalement, on peut reconstituer la chaîne carbonée à partir d'un carbone vert. Donc là aussi, finalement, des multitudes de solutions. Et vous avez aussi parlé de solutions à travers les biocontrôles à partir de colza, etc. Donc les biomatériaux, etc. Une autre vocation aussi que peut apporter l'agriculture, c'est les gaz à effet de serre. Finalement, il y a quand même un réchauffement climatique. Certaines personnes alors nous disent peut-être exagérément, mais dans le principe, c'est juste pour signaler que peut-être qu'en augmentant de 4 pour 1000 la matière organique de nos sols, on pourrait contribuer à l'ensemble des gaz à effet de serre français. Donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire que finalement l'agriculture peut, à un moment donné, peut-être rendre aussi là un service sociétal quant à sa capacité finalement à stocker du carbone, puisque c'est quand même elle qui occupe le territoire, l'agriculture, et c'est elle qui pourra certainement agir de la façon la plus efficace sur la notion de gaz à effet de serre. Mais derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a aussi tout le débat de la biodiversité, où là aussi l'agriculture peut largement agir, et que c'est l'ensemble de la société finalement qui peut profiter du travail de l'agriculture sur la biodiversité. Donc quelque part, l'agriculture, elle a plein de projets. Elle a plein de projets. Le souci, c'est qu'on la cantonne à quelque chose qui est une marque de fabrique depuis 40 ans, dans les années 70, où on l'a cantonnée à quelque chose de complètement nourricier. Et on lui explique tous les jours que si elle fait autre chose, il y a un problème d'affectation des sols, il y a un problème de faisabilité, il y a un problème de... non, c'est pas possible ça. Non, ça, je vous rassure, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Alors qu'il faut absolument, moi je pense, assumer complètement le rôle multifonctionnel de l'agriculture, l'assumer, et je pense qu'on est vraiment à un virage. C'est-à-dire que autant dans les années 70, on l'a vu dans la rétrospective syndicale, parce que je suis aussi vice-président de la Fédé de la Marne, donc le syndicalisme m'intéresse largement. On a bien vu toute la construction qu'il y avait, et que depuis les années 80, mais les années 80, ça fait 30 ans, ça fait 36 ans, où finalement on se défend. C'est-à-dire que finalement on manifeste pour finalement défendre un système. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2016, on est comme dans les années 60. C'est-à-dire qu'on redevient à un moment donné où il faut absolument être dans un syndicalisme de construction. C'est-à-dire que face à nous, il y a une société qui a des attentes. Il y a des agriculteurs qui peuvent y répondre. Par contre, il faut construire le projet ensemble. Je pense qu'on est vraiment à un virage qu'il faut absolument prendre, parce que c'est au syndicalisme à susciter ça et à de nouveau faire rêver les territoires en ayant des projets complètement affichés et assumés. Donc ça, je pense que c'est une conviction personnelle, c'est une conviction syndicale, et du coup, à la fois, qui montre qu'on est dans un monde très complexe, et que la co-construction, la construction d'aujourd'hui, syndicale, elle va passer
par une co-construction. C'est-à-dire qu'elle va passer par une obligation, c'est celle de décloisonner nos organisations, et c'est celle du travailler ensemble. C'est-à-dire que je pense que depuis 40 ans, on a répondu à notre ambition nourricière en s'organisant par filière, très très bien, des exemples parfaits d'organisation, je dirais, de filières, céréales, les oléagineux, les betteraviers, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la réponse du challenge de la multifonctionnalité de l'agriculture, elle passe par l'approche transversale de l'agriculture. Il faut absolument prouver la durabilité et la compétitivité de l'agriculture par son approche transversale. Donc c'est, à un moment donné, comment est-ce que je fais pour assumer sur une exploitation agricole le fait de pouvoir faire un peu de méthanisation, un peu de betterave, un peu de stockage de carbone, un peu de protéines, beaucoup si on peut, un peu de ceci, un peu de cela. Comment je fais? Dans une vie qui est faite depuis 70 ans de réglementation annuelle, où finalement on voit l'agriculture comme une production annuelle, on voit l'agriculture comme une réglementation annuelle, on voit l'agriculture comme finalement une contrainte. Alors que l'agriculture, c'est une solution. L'agriculture, c'est une solution, il faut la voir vraiment comme une solution et adapter en fait tout le système qui l'environne pour qu'elle puisse répondre à sa multifonctionnalité. Donc c'est pourquoi pas une directive nitrate pluriannuelle. Je veux dire, si on veut faire 3 cultures en 2 ans, si on veut à un moment donné, derrière un escourgeon, semer une culture, une nouvelle culture, d'ailleurs dans une orge de printemps qui commencerait déjà à pousser, pourquoi pas, qu'on pourrait enrubanner au mois d'octobre, refaire un blé derrière, mais il nous faudrait l'autorisation de mettre 30 unités d'azote sur cette fameuse culture dès le mois de juillet pour qu'elle puisse pousser un peu, qu'on puisse en tirer un revenu, et puis pour qu'elle puisse, les racines puissent mieux capter l'azote du sol sans qu'elle aille dans la nappe parce que justement on a développé le système racinaire, etc., etc. Mais tout ça, ça implique finalement qu'on ait un regard complètement différent. Aujourd'hui, on dit la méthanisation. On ne va peut-être pas autoriser la méthanisation parce qu'il y a quand même un phénomène depuis 2010 sur le photovoltaïque où l'État s'est fait un petit peu avoir sur des tarifs un petit peu ambitieux pour lancer l'affaire. Et du coup, depuis, on a l'impression qu'il y a un avant et un après photovoltaïque où on a peur de lancer finalement quelque chose de nouveau parce qu'on se dit, mais les agriculteurs, ils vont tous y aller le même jour et finalement, on ne saura pas répondre en termes de tarifs, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Et du coup, pour l'instant, on a une vision plutôt déchet de la méthanisation. Mais là aussi, si on a une vision pluriannuelle, on peut se dire une culture dédiée, mais peut-être oui, sur une rotation de 8 ans. Quand on est en train de penser la PAC de 2020, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre une prime de 500 € de l'hectare sur du protéagineux une fois tous les 6 ans dans une rotation? Pourquoi est-ce qu'on a ce regard annuel de l'agriculture alors que l'agriculture, c'est tout, sauf quelque chose d'annuel? Merci Maximin pour cette vision de l'agriculture. Alors, et connaissant un peu ce que fait Maximin, ce ne sont pas seulement que des mots. Voilà, il y a une déclinaison pratique aujourd'hui, expérimentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en place, la mise en œuvre, l'expérimentation de ce schéma d'agriculture? Donc, ce qu'on est en train de faire dans notre région, bon alors, on l'affiche de façon un petit peu ambitieuse et parfois on me le reproche en se disant ah, ces Marnais-là, ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir être les meilleurs, où on se dit finalement on veut être les leaders de la bioéconomie. C'est vrai qu'on a un pôle de compétitivité qui a beaucoup travaillé sur la bioéconomie, sur la partie aval. Et en fait, nous, on se dit si vraiment, parce que si on veut être des leaders de la bioéconomie, c'est pas pour être meilleur que le voisin français ou ceci, c'est le concurrent, il est international, il est, on est dans un environnement mondial. Et on a compris que finalement, il fallait avoir toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que si on n'avait pas la chaîne amont, on était incapable de parler de bioéconomie sur l'aval. Nous, un jour, on a eu un beau projet sur la partie aval. On voulait faire du papier, de la pâte à papier à partir de paille. Alors moi, j'ai vu des super business models passer. J'ai commencé à voir des gens du CAC 40 dans le machin. Je me suis dit, voilà, ça doit rapporter un peu trop d'argent, cette histoire. Et puis, une fois qu'ils avaient monté la première pierre, ils ont commencé à envoyer une enquête aux agriculteurs en disant, bon, bah, combien est-ce que vous nous amenez de paille? Et puis, les enquêtes revenaient, mais il n'y avait pas de tonnes sur les papiers. Et en fait, les gens ont commencé à comprendre qu'un agriculteur n'était pas si bête que ça. Il s'est dit, mais moi aussi, je leur donne ma paille, surtout en terre de craie, en Champagne.
adieu ma matière organique, et en gros, je flingue ma ferme. Et ma matière organique, la paille sur mon exploitation, elle est complètement incontournable, et je ne vous donnerai pas ma paille. Donc ça a quand même fait écho, en se disant, attention, si on réfléchit que les débouchés sans jamais, parce qu'on n'osait même pas téléphoner au président de la Chambre d'agriculture pour se dire, à ton avis, est-ce qu'ils vont nous donner la paille? Non, à l'époque, on ne réfléchissait que débouchés, sans jamais se poser la question de la production. Donc tous les efforts qu'on a fait pendant 30 ans sur la partie aval, il faut absolument s'organiser pour aider les paysans à produire. Il faut tous les efforts qu'on a pu faire d'investissement sur la partie aval, pendant les 10 ans qui viennent, il faut absolument concentrer les efforts pour aider les paysans à produire avec un projet et avec quelque part une implication sociétale adaptée. C'est-à-dire que ce n'est pas contre la société, c'est en phase avec sa société. Donc on a décidé de créer le même pôle sur la partie amont. Donc on a créé un cluster qui s'appelle Agro-ressources et bioéconomie demain. Et dans ce cluster-là, on y inclut toutes les parties prenantes qui, à un moment donné, parce qu'une fois que vous bossez sur la transversale, et bien en fait, c'est que vous vous décidez finalement à être dans la co-construction et à bosser avec tout le monde. Donc c'est les instituts, c'est les universités, c'est la coopération, c'est les chambres d'agriculture, c'est le syndicalisme. Parce qu'une fois que vous avez peut-être une idée, c'est au syndicalisme après d'aller porter le projet pour faire changer la réglementation, etc. Je veux dire, c'est les chambres d'agriculture qui vont faire le test technique. Mais je veux dire, on doit être complètement en phase entre le syndicalisme, la chambre d'agriculture, les filières, le machinisme, vous-même, par rapport au biocontrôle, par rapport à l'avenir de... Et vous l'avez bien dit, vous l'avez bien évoqué, toutes les pratiques-là doivent complètement s'adapter par rapport à tout ça. Donc on a décidé, et on a eu une opportunité, en fait, l'armée s'est débarrassée d'une base aérienne à Reims, de 500 hectares, et en fait, on a réussi à récupérer la base aérienne, et on a installé 250 hectares d'essais sur la base aérienne, 100 hectares qui sont un tronc commun, où en fait on compare 6 rotations de 8 ans. Où nous, on est parti du principe que l'agriculture de demain, alors on a pris 8 ans, mais bon, ça peut être 6 ici, 7 ou là, après c'est de l'expé. Hein. Et là, en fait, on va comparer des rotations, sans partir de est-ce que je compare du bio à l'agriculture raisonnée, ou tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est faire de l'innovation. Après, c'est des cahiers des charges qui viendront se faire plaisir à prendre une innovation qui leur conviendra. On n'est pas là pour défendre un cahier des charges, on est là pour faire de l'innovation. Donc, on compare 6 systèmes de 6 rotations. Il y en a une, on va essayer de produire un maximum de biomasse sans se poser de questions, parce que c'est ça le dossier, hein, c'est comment est-ce qu'on produit un maximum de biomasse à l'hectare. Après, il y a une autre rotation, c'est comment est-ce que sur 8 ans, je fais ma même rotation avec un minimum d'utilisation azotée, donc autonomie azotée maximum. Il y a une rotation, c'est culture simplifiée du sol. Il y a une rotation, il y a intégré betterave, etc., avec des cahiers des charges. On a fait bosser un comité scientifique et technique pendant 2 ans là-dessus. Ça, c'est 100 hectares. C'est un tronc commun où la donnée va être publique. Et après, il reste 150 hectares où là, on est sur des données confidentielles, où il y a de la coopération qui va venir faire des essais. Il y a des essais sur les biocontrôles, des essais sur l'utilisation de matériel. Il y a déjà John Deere qui a fait une formation de 10 jours au niveau européen sur la ferme 112. Il va avoir donc tout un tas d'essais privés. Ça, c'est 150 hectares. Donc 250 hectares dédiés à l'expé. Et étant donné qu'on est dans la dynamique cluster et qu'on veut que finalement qu'on craque des systèmes ensemble, parce qu'on n'arrivera pas à le craquer. Moi, tout seul, je n'arriverai pas à craquer le système. Vous, tout seul, vous n'y arriverez pas. Parce que si demain, on veut continuer à mettre 200 unités d'azote sur un blé, c'est ce que j'ai fait avant qui va me le permettre et c'est ce que je vais faire après qui va me le permettre. Donc, c'est vraiment la co-construction qui fait qu'on peut craquer des systèmes et trouver de l'innovation. Donc, on investit 3 millions d'euros dans un lieu de concertation avec des amphis. On va faire créer 3 chaires. Une chaire sur le sol, qu'on est en train d'essayer de créer avec Supagro Montpellier, une sur l'approche système, que je vais essayer de mettre en place avec Sébastien Windsor, avec Hésite pas Beauvais, une qu'on essaye de mettre en place avec AgroParisTech sur la partie énergie. Moi, j'ai mis 20 techniciens de la Chambre d'agriculture dans ces locaux-là pour que tout ce monde-là, ça cause, ça travaille et puis ça échange. Un centre névralgique et aussi un lieu de transfert pour essayer de faire un maximum de vulgarisation par rapport à ce qu'on aura trouvé. Et à côté de ce centre de transfert, il y a une ferme un petit peu modèle qu'on a créée, donc qui pilote finalement les 250 hectares d'essais. C'est une SCEA qui est gérée
par 6 agriculteurs qui sont co-associés, qui sont associés exploitants. C'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui vont faire les essais. L'association a 65% du capital de la SCA, mais les agriculteurs en ont 35%, ils sont associés exploitants. Et en plein milieu des 250, on a demandé à CIPRE, aux instituts, de faire leur approche système sur 15 hectares. Donc en visu, on va pouvoir voir ce que sont capables de faire les instituts sur approche système en plein milieu. Et les 250 hectares autour, ce sont des agriculteurs qui, eux, font leur approche système. Parce que ce qui est important dans l'innovation, c'est certes de trouver quelque chose, mais c'est surtout que le paysan il soit capable de le faire. Parce que vous pouvez très bien trouver quelque chose d'extraordinaire si l'agriculteur, avec son temps d'agriculteur, son matériel d'agriculteur, il ne peut pas le transposer sur sa ferme, l'innovation, elle est caduque. Donc, on a ce pôle transfert. Ensuite, on a un pôle économique où, en fait, on propose à des startups et à des entreprises de venir. Il y a un centre de comptabilité aussi qui va être là. On propose également un pôle de stockage et un pôle événementiel. Sur la piste, il va y avoir 20 hectares de photovoltaïque. Et puis, il y a un méthaniseur pour faire des expés autour de la méthanisation. Merci pour ce partage d'expérience. Merci pour cette énergie dans ce projet. Bravo. Juste avant de laisser la parole à Christiane pour conclure, est-ce que l'un de vous veut reprendre, ajouter un complément sinon, ça va nous arranger dans notre timing. Mais voilà. Alors, je vais laisser la parole à... Alors, je vais te laisser la parole, effectivement, mais je n'ai pas oublié, voilà, ne t'inquiète pas, pendant que tu conclus cette table ronde, il va y avoir un mouvement, un déplacement de personnes dans la salle pour préparer l'après. Voilà. Donc t'inquiète pas, c'est pas une manifestation, c'est pas un mouvement. Voilà. Donc je te laisse conclure témoigner de cette table ronde, et puis la suite va se mettre en place en même temps. Merci à nos 4 intervenants, je le referai après, mais merci. Non, vous pouvez rester là. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien de voir une table ronde positive. Et puisque Régis Chopin m'a demandé de parler beaucoup de communication aujourd'hui aussi, moi je souhaiterais que les médias pressés, trop pressés, qui traitent l'agriculture en 1 minute 25 le soir ou 20h25, à la fin du fin, puissent entendre plus souvent des témoignages comme ceci d'une filière agricole. Je dis bien une filière qui est capable de se remettre en question et d'innover comme vous l'avez montré. L'originalité que vous avez choisie, c'est effectivement d'avoir à la fois des partenaires d'amont, un partenaire d'aval, et puis quelqu'un qui est à la charnière, qui est chargé d'identifier des pistes et puis de transférer. Nous qui connaissons l'histoire de l'agriculture, nous savons que nos pères, les agriculteurs qui nous ont précédés, ont toujours eu à cœur d'innover, de développer, de se moderniser. Et la génération qui est en place aujourd'hui, on a parfois l'impression que certains pensent que c'était mieux avant et que ce vers quoi on va est moins porteur de solutions, d'espoir, d'espérance et de mieux-être. Quand on écoute Maximin Charpentier, c'est vrai qu'on est bluffé par l'énergie dégagée par les projets qu'il porte collectivement dans son département. Il y a un trait commun quand même, c'est le côté collectif des projets qui ont été décrits par les uns et les autres. Même chez John Deere, où pourtant on aurait pu attendre une approche plus individuelle, il y a quand même l'approche du partage et de redescendre jusqu'à l'agriculteur par un réseau consistant et en proximité. Et puis il y a une vraie connexion aux attentes d'aujourd'hui. Dans les tracteurs d'aujourd'hui, c'est moins d'émissions, plus d'ergonomie, moins de consommation, des tracteurs économes. Dans le descriptif qui a été fait par rapport aux produits phytosanitaires, il y a une vraie connexion aux difficultés d'aujourd'hui, sans se raconter d'histoire sur les critiques très vives sur les pesticides, comme ils disent, hein, avec leur accent marqué, sur lequel, oui, il faut être en souci. Parce que l'acharnement thérapeutique, le harcèlement dont font l'objet aujourd'hui les produits de traitement des plantes et les phytosanitaires doivent nous inquiéter. Et donc, il faut pédaler plus vite encore sur des solutions qui sont pour partie dans les essais de maximum, qui sont pour partie dans la réduction d'un certain nombre d'usages et d'impacts dans les innovations itinéraires culturaux. Et puis, quand même,
vis-à-vis de l'innovation. Qui aurait pu penser que les pionniers des années 70, Jean-Claude Sabin, on peut le citer, le père de Sophie Protéol, qui était un petit paysan tarnais, avec un accent rocailleux qui faisait que sa voix était complètement incompréhensible quand il s'énervait, a eu à l'idée de développer, avec une vision incroyablement clairvoyante, les biocarburants. On peut aussi citer Pierre Cuypers, qui a longtemps présidé l'ADECA, l'Association de défense des énergies et des carburants agricoles, il y a 40 ans. Qui aurait pu penser qu'on parlerait aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre et de nécessité d'avoir dans le bouquet énergétique 32% d'énergie renouvelable? C'est écrit aujourd'hui dans la loi transition énergétique croissance verte, et c'est écrit aussi dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, un mot est revenu souvent, c'est le mot audace. À côté de l'innovation, oui, il faut de l'audace. Ils n'ont pas été devins, mais ils ont été curieux. Et la curiosité va avec l'innovation. Et aujourd'hui, malheureusement, le sentiment qui est trop développé, c'est la peur de l'innovation. Et quelqu'un qui a peur est quelqu'un qui est crispé, qui ne se projette pas. On sait très bien, chacun d'entre nous, que quand on va au travail le matin avec la peur au ventre, on est moins productif que quand on y va enthousiaste. Et indéniablement, l'agriculture a des perspectives formidables devant elle dans les différents domaines. Nous avons en ce moment un cap difficile et qui s'explique pour différentes raisons. Pour partie, par une faiblesse de vision des politiques publiques, quand même. Si tout ceci s'est construit parce qu'il y a eu, dans les après-guerre, une vraie vision pour l'agriculture, dans les années 60, une vraie vision, avec un duo, Général de Gaulle, Pisani, qui a donné un cap à l'agriculture, puis il y a eu la politique agricole commune qui a fixé un cadre de stabilité, et aujourd'hui, l'Europe est en panne, et nous avons du mal à voir quel est le cadre de stabilité qui va nous permettre d'engager tout ceci. Certes, il y a des alternatives privées aux défaillances des politiques publiques. Mais nous ne pouvons pas tout couvrir tant l'ampleur des aléas est importante. Et puis, là où Maximin a raison, c'est que à l'époque, dans les années 60, la commande de la société, elle était simple, à manger, accessible, pas cher. C'était tout. Nous voulons manger. Nous ne voulons pas importer tout du Canada ou des États-Unis. Nous voulons l'autosuffisance alimentaire. C'est seulement à partir de 1971 que la France est devenue exportatrice. Et la seule demande était produire pour nourrir. Et à partir des années 70-80, des bugs environnementaux sont apparus. Et nous avons un peu, collectivement, je jette la pierre à personne, peut-être minimisé cette montée en puissance-là. Pas seulement l'agriculture. À l'époque, personne ne triait ses déchets. À l'époque, on ne parlait pas d'économie circulaire, personne. Mais l'agriculture a cette spécificité que nous sommes sur l'ensemble des territoires avec des particularités territoriales fortes. La Marne, ce n'est pas la Seine-Maritime, ce n'est pas non plus le Maine-et-Loire, ce n'est pas le Cantal, qui est mon département d'origine. Et donc, ça se résonne par territoire. Et c'est là où on retombe vraiment sur l'approche sur laquelle a fini Maximin à l'instant. Les solutions de la Seine-Maritime ne seront pas les solutions de la Marne et ne seront pas les solutions du Maine-et-Loire ou du Cantal. Le raisonnement doit être aujourd'hui beaucoup plus territorial, sans s'exclure d'être dans des raisonnements globaux. Partie des solutions développées font appel quand même aux grands instituts nationaux, Arvalis, IDEL, CETIOM, etc., qui sont les grands instituts qui ont été créés pour être des lieux centraux de recherche et d'innovation. Mais comment reconnecter l'opinion avec l'innovation, pas seulement en agriculture? Alors, c'est assez surprenant parce qu'ils adorent les innovations dans certains domaines, mais à propos d'agriculture, il faudrait qu'on soit le sanctuaire, le conservatoire, le lieu qui rassure et où on peut retrouver ses racines. Sauf que ceux qui y restent n'ont pas envie d'être des derniers des Mohicans. Et on a aujourd'hui une rupture qui peut être problématique si on n'arrive pas à reconnecter rapidement. Donc, des tables rondes comme celle-ci, il faut qu'on les démultiplie. Là, c'est l'Assemblée générale, nous sommes 500, bravo, c'est bien. Il faut que chacun d'entre vous soit porteur d'une parcelle de ce qu'il a entendu pour dire, dans les repas de famille, dans les réunions du club, dans les réunions de développement, partout où l'on va, non, c'est faux, l'agriculture, ce n'est pas l'agriculture telle que vous la pensez, elle est en mouvement. Le mot fort ici, c'est quand même le mouvement qui est déployé dans les différents secteurs d'activité. Donc moi, je suis aussi une optimiste. Alors pas une optimiste béate, une optimiste angélique, mais une optimiste de combat, parce que c'est dans l'action et le projet que l'on trouvera ces solutions-là. Merci Christiane, et je vous demande de applaudir nos 4 intervenants. Je les remercie encore de leur participation et de leur témoignage. Merci.